Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Sangor, une vie pour l'Afrique et la langue française, une série de francophonie sans frontières consacrée à Léopold Sédar Senghor à l'occasion du 20e anniversaire de son décès. Durant 6 épisodes, nous plongerons dans la riche existence de ce personnage phare de la francophonie, tout à la fois homme de lettres, chef d'État et citoyen engagé. Le voyage à travers son illustre parcours sera présenté par M. Anthony Glaise, agrégé de lettres classiques, grand admirateur de Léopold Sédar Senghor et de son œuvre. À sa voix viendra se joindre celle de James Osney pour la lecture des extraits de poésie et celle de Jean-Florentin Agbona pour la lecture des citations. L'épisode d'aujourd'hui, deuxième de la série, est intitulé « Les débuts d'un poète » et abordera la rencontre de Léopold Sédar Senghor avec la poésie et la guerre. Immédiatement, entrons avec M. Anthony Glaise dans l'univers de Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, plus qu'à une date particulière, c'est à une période que nous allons nous intéresser, la décennie 1940. Celle-ci est importante à double titre dans la vie de Senghor. D'abord, parce qu'elle voit la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il a directement participé. Ensuite, parce qu'elle voit la naissance du Senghor poète, avec la publication de ses 2 premiers recueils, Chants d'ombre en 1945 et Hostie noire en 1948. La dernière fois, nous avions laissé Senghor, jeune professeur de lettres, à Saint-Maur-des-Fossés. C'est là qu'il apprend la déclaration de guerre à l'Allemagne, faite conjointement par la France et le Royaume-Uni le 3 septembre 1939. Dans ces conditions, Léopold Sédar Senghor est naturellement mobilisé. Malgré sa nationalité française, il est affecté comme fantassin dans un régiment de l'infanterie coloniale, les fameux tirailleurs sénégalais. Le 20 juin 1940, 2 jours avant la signature de l'armistice, Senghor et tout son régiment sont faits prisonniers par des Allemands et internés dans différents camps, parmi lesquels le camp des As, près de Bordeaux, dont il sera libéré en 1942 pour cause de maladie. À son retour, il reprend ses fonctions de professeur, mais s'engage aussitôt au sein du Front national universitaire, réseau de résistance actif dans les milieux enseignants. Durant ces 2 années de captivité, Senghor a surtout écrit des poèmes qui seront la matière des 2 premiers recueils déjà cités. Néanmoins, ces publications, et particulièrement le recueil Hostie noire, prennent une signification toute particulière à la lumière d'un événement tragique, mais peu connu, le massacre de Tiaroy. Nous sommes le 1er décembre 1944. Les Alliés ont débarqué en Normandie depuis juin. Leur avancée est fulgurante. Sur leur passage, ils libèrent les prisonniers de guerre, parmi lesquels de nombreux soldats de l'infanterie coloniale. Les autorités décident de démobiliser ces soldats et de les renvoyer en Afrique occidentale française. À leur départ de Morlaix, en Bretagne, on promet à ces soldats de leur payer leurs arriérés de solde. Cependant, alors que chacun veut rentrer dans son pays, les soldats viennent du Gabon, du Togo, du Tchad, avec sa solde enfin payée, on les fait attendre dans le camp de Tiaroy, au Sénégal. Au bout de quelques jours, ils s'impatientent. Une mutinerie s'organise. Les autorités françaises décident alors de la réprimer violemment. Selon les sources, on dénombre entre 35 et plusieurs centaines de morts parmi les soldats de l'infanterie coloniale. Cet événement impressionne profondément Senghor et l'ébranle dans sa perception de la France. Comment peut-elle traiter ainsi des soldats qui se sont battus pour elle, ont souffert des privations de la captivité pour elle? C'est même sur ce cri que s'ouvre Hostie noire, dans ce poème liminaire dédié à Léon Gontran Damas. Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort,
Qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres porches vides sans honneur, mais je déchirerai les rires bananias sur tous les murs de France. Ah, ne dites pas que je n'aime pas la France. Je ne suis pas la France. Je le sais. Je sais que ce peuple de feu, chaque fois qu'il a libéré ses mains, a écrit la fraternité sur la première page de ses monuments, qu'il a distribué la fin de l'esprit comme de la liberté à tous les peuples de la terre conviés solennellement au festin catholique. Ah, ne suis-je pas assez divisé? Et pourquoi cette bombe dans le jardin si patiemment gagné sur les épines de la brousse? Pourquoi cette bombe sur la maison édifiée pierre à pierre? Il faut relier ce poème au titre même du recueil. Alors que l'hostie, pain devenant le corps du Christ, victime qui expie les péchés des hommes, et d'une blanche farine, les Africains qui se sacrifient pour le salut de la France sont des hosties noires, des victimes. Cela nous permet de souligner combien la couleur noire est omniprésente dans les titres des recueils de Senghor. Outre Chants d'ombre et Hostie noire, on trouve le très célèbre recueil éthiopique ou encore les Nocturnes. Ici, la poésie devient expression de la négritude. La parole poétique, sans déchoir ni être l'instrument servile d'un projet politique, met sa puissance au service d'un projet culturel plus large et le hisse ainsi à la hauteur de l'universel. Anthony, pouvez-vous nous rappeler quelle est la place de la poésie dans l'œuvre intellectuelle de Senghor? Pour répondre à cette question, il ne faut pas se méprendre sur la place de la négritude dans la poésie sangorienne. Si le poète revendique pleinement son identité noire, ce n'est pas pour autant qu'il opère un repli sur soi ou sur ce qui lui est semblable. Bien au contraire. Pour lui, la poésie n'était pas une activité hors du monde, qui ne s'intéresserait pas aux contingences du monde. Il la conçoit comme un mode d'action à part entière. Il va même plus loin. En 1980, il fait apparaître un livre d'entretien avec le poète et romancier Mohamed Aziza. Comment l'appelle-t-il? La poésie de l'action. On peut comprendre ce titre de deux manières. L'action est une forme de poésie, la poésie est une forme d'action. Senghor ne concevait pas l'un sans l'autre. Mais il n'est pas le seul à penser ainsi. On peut donner l'exemple d'un autre grand poète qui a profondément marqué Senghor, Saint John Perse. Ce dernier, lorsqu'on lui a remis le Grand Prix national des lettres en 1959, a dit « Poésie, sœur de l'action et mère de toute création, initiatrice en toute science et devancière en toute métaphysique, elle est l'animatrice du songe des vivants et la gardienne la plus sûre de l'héritage des morts. » On ne peut pas croire que Senghor ne partageait pas cette même conception de la poésie, à la fois actrice sur le théâtre du monde et porte ouverte sur le monde des idées. Ça donne sa dimension à la fois pleinement engagée et pleinement universelle à la poésie senghorienne. Mais pour ce faire, il se nourrit à la fois aux sources négro-africaines et aux influences poétiques proprement françaises, qui consonnent ainsi et s'allient. Comme il l'écrivait lui-même en 1956, il a cherché à ouvrir la voie à une authentique poésie nègre qui ne renonce pas pour autant à être française. C'est dire la place importante de la langue française et des valeurs qu'elle porte
sur lesquels nous reviendrons plus tard. Et outre la négritude, quelles sont les principales sources de la poésie sangorienne selon vous? Comme je l'ai dit, la poésie française a une place toute particulière dans le paysage intellectuel de Senghor. Mais encore une fois, il n'en a retenu que ce qui faisait sens dans le cadre de son entreprise de construction de la négritude. Il va donc chercher à retrouver des caractéristiques africaines dans l'œuvre des poètes français, dans des études au titre a priori insolite pour nous. La parole chez Paul Claudel et chez les négros africains. Pour une lecture négro-africaine de Mallarmé. Dans ses études, il les a négrifiés en les présentant comme des modèles de poètes nègres que nous voulions être. Comme il l'explique lui-même dans son dernier texte, Ce que je crois. Mais il se considérait d'autant plus légitime dans cette démarche qu'il a pu lire ce cri de révolte d'Arthur Rimbaud dans Une saison en enfer. Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Le plus malin est de quitter ce continent où la folie rôde pour pourvoir d'otages ces misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham. On peut aussi voir dans ce projet de négrification de la poésie française le prolongement poétique de la révolution intellectuelle de 1889, dont nous avons parlé au précédent épisode et dont Senghor s'est toujours réclamé. Monsieur Glaise, selon vous, comment pourrait-on caractériser la poésie de Senghor? Comme le disait à juste titre Armand Guibert, la poésie de Senghor est un classicisme marchand. Nourri de ses nombreuses lectures poétiques, et donc en cela classique, Senghor se les approprie pour en faire quelque chose radicalement neuf, en marche, si je puis dire. Puisque l'identité noire se caractérise par le primat de l'émotion, selon lui, Senghor avait avant tout le souci du rythme. On le voit par l'usage du verset qu'il emprunte à Claudel, de la longue phrase qui se déroule et s'enroule autour de certains mots, certaines idées, certains sons. Ce souci du rythme se voit aussi dans la place qu'accorde Senghor aux instruments de musique dans ses poèmes. Que m'accompagnent choras et balafons, à New York pour un orchestre de jazz solo de trompette, Élégie pour Georges Pompidou pour orchestre symphonique dont un orgue et des instruments négro-africains, indiens et chinois. Autant de titres de poèmes qui incitent à l'accompagnement musical, à la mise en musique. Nous pouvons même aller plus loin. L'essentiel des mots africains qu'utilise Senghor dans sa poésie désigne des instruments de musique. Ce détail montre combien Senghor reliait la musique et la culture africaine. Titre de la série Senghor, une vie pour l'Afrique et la langue française. Titre de l'épisode Les débuts d'un poète. Idée originale Anthony Glaise. À la narration Anthony Glaise. Lecture des poèmes et discours James Posney. Lecture des citations Jean-Florentin Agbona. Animation Mélissa Serrano. Musique originale Florent Cheminal. Réalisation Sophie Hamel Dufour. Une production Francophonie sans frontières 2021.